Le soir où elle a rendu les clés d'un appartement lyonnais qu'elle ne pouvait plus payer, il lui restait 430 € et un vieux van garé en bas. Sa chienne, ramassée 2 hivers plus tôt dans un fossé cévenol, l'attendait sur le siège passager. Elle a levé la tête quand Sarah a claqué la portière, puis s'est recouchée, comme si elle avait toujours su que cette nuit-là commencerait ainsi. On lui a légué un tas de pierres au fond de la garrigue, 12 hectares d'orties, et l'indifférence polie d'une famille qu'il avait rayée d'un dîner de Noël. Un cabanon effondré, avait résumé sa demi-sœur. Ça lui ressemble. Mais derrière un vieux buffet que personne n'avait pris la peine d'ouvrir, sa chienne a flairé quelque chose que Sarah ne soupçonnait pas encore. Et ce qu'elle a découvert cette nuit-là, à la lueur d'une bougie, a bouleversé bien plus qu'une existence, celle d'une lignée entière. Si vous avez déjà connu ce que c'est de rester debout quand plus personne ne vous attend, cette histoire est faite pour vous. Regardez jusqu'au bout, abonnez-vous et dites-moi en commentaire. Quelle est la chose qu'on n'a jamais pu vous arracher? La route entre Lyon et Fontaine-sur-Saône n'a jamais paru aussi longue à Séraphine Colbert. 24 kilomètres, pas plus, mais ce soir de Noël, chaque virage lui semblait peser une tonne. Sur le siège passager, dans un carton fermé au ruban de raffia, elle avait rangé ses cadeaux, un par un, comme on range des espoirs. 3 savons au thym et à la lavande, coulés de ses mains dans le petit atelier de son studio. 2 pots de confiture de coin, cueillis chez la voisine. Un châle en laine grise qu'elle avait tricoté pendant 6 mois pour sa mère. Elle avait choisi la laine à Grenoble, un jour de solde, en se disant que le gris irait bien à Béatrice, qui ne portait plus de couleur depuis longtemps. Séraphine avait 29 ans. Elle en paraissait un peu plus, à cause de cette manière qu'elle avait de baisser les épaules quand on la regardait. Dans son dos, on l'appelait Sarah. Devant elle, on l'appelait rarement. Elle était laborantine dans une petite maison de parfumerie du côté de Perrache, spécialiste des plantes aromatiques, et son patron l'aimait bien parce qu'elle ne parlait pas et qu'elle sentait les odeurs mieux que personne. Le reste du temps, elle vivait seule, dans 2 pièces sous les toits, avec une collection d'herbiers et une bouilloire électrique. Ce soir-là, elle roulait vers la maison de sa mère et de son beau-père, Bertrand Rougier, une grande bâtisse blanche à la sortie de Fontaine. La neige tombait drue sur le pare-brise. Elle avait mis la radio, puis l'avait éteinte. Elle voulait arriver au calme. En se garant sur le gravier, elle vit tout de suite qu'il y avait plus de voitures que d'habitude. Une Audi noire qu'elle ne connaissait pas. Un vieux break qui appartenait à sa tante Solange. Une petite Fiat rouge qu'elle reconnut avec un pincement. C'était celle d'Ophélie, sa demi-sœur, la fille de Bertrand. Ophélie n'avait pas prévenu qu'elle serait là. D'habitude, elle passait Noël à Mégève, avec les amis de son fiancé. Sarah prit le carton, referma la portière avec précaution, avança sur les dalles. À l'intérieur, on entendait rire. Un rire d'homme aussi, grave, familier, trop familier. Elle s'arrêta sur le perron, un instant, puis elle sonna. Ce fut Bertrand qui ouvrit, le nœud papillon un peu de travers. Il la regarda comme on regarde une facture qu'on aurait oubliée. Ah, Séraphine. Entre. Elle entra. Dans le salon, sous le grand lustre en cristal, ils étaient tous debout, une coupe à la main. Sa mère Béatrice, en robe bordeaux, cheveux relevés, sa tante Solange, son cousin Bruno, Ophélie, dans une robe blanche qui ressemblait presque à une robe de mariée, et Théo Rambert, debout au milieu de tous, la main posée sur la taille d'Ophélie comme on pose sa main sur une propriété. Théo Rambert, l'homme qui, 6 mois plus tôt, avait demandé Sarah en mariage dans un petit restaurant du côté de la Croix-Rousse. L'homme qui, 3 semaines après, avait cessé de répondre au téléphone. L'homme qui, un matin d'été, avait fait porter ses affaires par un coursier sans un mot, sans une explication. Elle avait cru mourir ce matin-là, elle avait vécu quand même, et il était là, chez sa mère, la main sur la hanche d'Ophélie. « Séraphine, dit Béatrice d'une voix trop haute, tu tombes bien. On a une nouvelle à annoncer. » Sarah ne bougeait pas. Le carton lui pesait dans les bras. Elle sentait la laine du châle contre sa manche, à travers la boîte. « Ophélie et Théo se marient au printemps, dit Béatrice.
Nous voulions te la prendre ensemble. Il y eut un silence. Puis les applaudissements. Ophélie riait, la tête rejetée en arrière. Théo souriait, mais ne regardait pas Séra. Personne ne regardait Séra. Sauf sa tante Solange, une seconde, avec quelque chose au coin de l'œil qui ressemblait à de la pitié, vite ravalée. Séra sentit le sang lui quitter le visage. Elle aurait voulu partir tout de suite. Elle aurait voulu poser le carton par terre et courir dans la neige. Mais ses jambes ne bougèrent pas. Elle resta là, 2 minutes, 5 peut-être, à sourire d'un sourire qui ne lui appartenait pas. À table, on la fit asseoir en bout, loin du couple. On servit le foie gras, les huîtres, le chapon. Séra mangeait sans goûter. Elle regardait sa mère rire aux plaisanteries de Théo. Elle se demandait si sa mère avait su, dès le début. Elle se demandait depuis quand ça durait. Elle se demandait pourquoi elle n'avait rien vu. Au moment du dessert, Béatrice se leva, un verre à la main. Le silence se fit. Elle regarda Ophélie, longuement, avec cette tendresse qu'elle n'avait jamais eue pour Séra. Puis, elle tourna la tête vers l'autre bout de la table. « Séraphine, » dit-elle. La voix était calme, presque douce. « Tu as toujours été la honte de cette famille. Depuis que tu es né, tu portes cette chose sur toi, cette maladresse, ce silence, cette manière de tout gâcher. Ta sœur t'a pris ton fiancé. Oui. Et tu sais pourquoi? Parce elle mérite d'être aimée. Toi, tu ne mérites rien. Rien. » Personne ne bougea. Personne ne dit non. Bertrand baissa les yeux. Solange serra sa serviette. Ophélie porta sa coupe à ses lèvres. Séra ne pleura pas. C'était le plus étrange. Elle sentit quelque chose se casser à l'intérieur, très net, comme un os qui craque, mais aucune larme ne vint. Elle posa sa cuillère sur le rebord de son assiette. Elle se leva. Elle dit merci pour le repas, d'une voix qu'elle ne reconnut pas. Elle sortit. Dans l'entrée, ses valises étaient déjà là. Bertrand les avait descendues sans qu'elle le sache. Les 2 petites valises qu'elle avait apportées pour rester 2 nuits. Il les avait posées sur le paillasson, dehors, dans la neige. Comme des sacs poubelles qu'on met sur le trottoir. Elle les prit. Elle traversa le gravier. La neige tombait toujours. La voisine d'en face, Madame Vidal, avait sorti son chien et faisait mine de ne pas voir. Mais elle voyait tout. Séra ouvrit le coffre. Elle chargea les valises et le carton. Elle referma. Elle s'assit au volant. Ses mains tremblaient. Elle mit 10 bonnes secondes pour trouver la clé de contact. Elle démarra. Elle roula. Elle ne pleura pas cette nuit-là. Elle ne pleura pas les nuits d'après. Quelque chose en elle s'était refermé comme une porte de cave. Et pendant qu'elle roulait, quelque part très loin, à plus de 400 kilomètres au sud, dans une petite étude notariale d'une rue tranquille d'Alès, une enveloppe scellée dormait au fond d'un tiroir. L'écriture y était ronde, tremblée, tracée à l'encre bleue par une main de vieille femme. On y avait écrit, à côté du numéro d'ordre, un nom et un prénom. Colbert, Séraphine. L'enveloppe attendait là depuis 18 mois. Personne ne savait où trouver celle qui devait la lire. 2 hivers passèrent. Séraphine ne rentra plus à Lyon. Elle avait vendu son 2 pièces sous les toits en 3 semaines, mal, à un jeune couple pressé, et elle avait acheté d'occasion un Renault Trafic bleu marine à un maraîcher de la Drôme qui prenait sa retraite. Le van avait 18 ans, une portière qui grinçait, un moteur qui toussait à froid, mais il roulait. Elle y avait aménagé un matelas, une petite étagère, une caisse à outils, un réchaud à gaz. Elle y avait rangé ses herbiers, dans une malle en bois, et sa collection de fioles. Elle vivait en tournant. Elle garait le van derrière les supermarchés, dans les zones où les gérants ne chassaient pas les gens comme elle. Elle prenait garde à ne jamais rester 2 nuits au même endroit. Elle se lavait dans les toilettes des stations-service, au robinet d'eau chaude qu'elle bénissait chaque matin. Elle mangeait des conserves qu'elle chauffait sur le petit réchaud, des lentilles au chorizo, du cassoulet en boîte, des pommes qu'elle achetait par cajot au bord des routes. Elle avait maigri. Ses cheveux avaient grisonné aux tempes, à 29 ans, à 30 ans, à 31. Elle prenait tous les travaux.
La cueillette de la lavande, en juillet, dans les champs du Vaucluse, avec les mains bleues à la fin de la journée. Le ménage dans les hôtels de Grenoble, à l'automne, quand les touristes partaient et qu'il restait des chambres à remettre en état. Les vendanges dans le Beaujolais, en septembre, chez un vieux vigneron qui la logeait dans un cabanon et lui payait un peu plus qu'aux autres, parce qu'elle ne se plaignait jamais. Elle avait travaillé aussi dans une conserverie de tomates près de Cavaillon, dans une pépinière du côté de Manosque, dans une distillerie d'huiles essentielles où on l'avait gardée 3 mois. Elle avait la main. Le patron de la distillerie le lui avait dit, un soir, en la voyant reconnaître au nez seul 17 plantes différentes. « Toi, tu as un don, ma fille. Qu'est-ce que tu fais dans un van ?» Elle avait souri sans répondre. Elle n'avait plus envie d'expliquer. Une fois par mois, à peu près, elle achetait une carte postale. Elle en choisissait une jolie, un paysage, une nature morte, une reproduction d'une toile ancienne. Elle écrivait dessus toujours les mêmes 3 lignes. « Je vais bien. Je pense à toi. Je t'embrasse, maman. » Elle la postait à l'adresse de Fontaine-sur-Saône. Elle n'avait jamais eu de réponse. Pas une. Elle continuait quand même. C'était une drôle de petite habitude. Une manière peut-être de se prouver qu'elle n'était pas complètement seule au monde. Elle pensait à Théo, au début, dans les premières semaines, puis moins, puis presque plus. Elle pensait à sa mère, souvent, la nuit, quand le van craquait dans le froid. Elle pensait à sa grand-mère parfois, Mémé Yvonne, qu'elle avait à peine connue. Elle se rappelait 2 étés d'enfance, très loin, dans une maison de pierre où il y avait une odeur qu'elle n'avait retrouvée nulle part depuis. Une odeur de foin coupé, de fromage frais, de romarin brûlé. Sa mère l'avait emmenée là-bas 2 fois, puis plus jamais. Séra n'avait jamais su pourquoi. Sa mère ne parlait pas de sa propre mère. C'était comme si Yvonne n'avait pas existé. Un soir d'octobre, dans sa 2e année de van, Séra roulait sur une petite route des Cévennes. Elle rentrait d'un chantier de restauration où elle avait aidé à nettoyer des vieilles pierres pendant 2 semaines. Elle avait bien été payée. Elle cherchait un coin tranquille pour dormir avant de reprendre la route le lendemain vers Béziers, où on lui avait promis du travail dans une olivade. Il pleuvait. Un orage cévenol comme il en tombe là-bas, en octobre, sans prévenir. Le ciel devenait noir en 5 minutes. La route se transformait en torrent. Les essuie-glaces ne servaient plus à rien. Séra roulait au pas, penchée en avant sur le volant, essayant de suivre le bord goudronné. C'est là qu'elle entendit le gémissement. Elle crut d'abord au vent. Elle avait la vitre à peine ouverte pour désembuer le pare-brise. Le bruit vint une 2e fois. Un gémissement bas, mouillé, presque humain. Elle freina. Elle recula. Elle sortit la lampe torche. Dans un fossé, à moitié rempli d'eau boueuse, une forme sombre bougeait à peine. Elle descendit sous la pluie, la lampe braquée. C'était une chienne. Squelettique, les poils collés au corps. Un morceau de collier arraché autour du cou, avec du sang séché. Border collie ou métisse, à peine 3 ans. Les côtes se comptaient. Elle avait été battue. Elle avait été jetée là. Séra ne réfléchit pas. Elle enleva sa veste, elle enveloppa la bête, elle la souleva. Elle pesait trop peu, cette chienne, pour ce qu'elle aurait dû peser. Elle la porta jusqu'au van, elle la posa sur la couverture du matelas. Elle referma la portière. La pluie tapait sur le toit comme un roulement de tambour. Séra sortit sa dernière boîte de pâté. Elle en donna un peu, à la main. La chienne mangea lentement, en tremblant. Séra la sécha avec un vieux torchon. Elle regarda les blessures, celles qui s'étaient refermées, celles qui suppuraient encore. Il y en avait sur le flanc, sur une patte arrière. Quelqu'un s'était acharné sur elle. « Tu vas dormir là », dit Séra à voix basse. « Tu ne me connais pas, moi non plus. Mais on va se tenir chaud ce soir. » Elle éteignit la lampe. Elle s'allongea sur le matelas. La chienne se blottit contre son ventre, la truffe sous son bras, comme si elle avait toujours dormi là. « Chouchou », murmura Séra dans le noir. « Je vais t'appeler Chouchou. »
Comme ça, on est deux à porter un nom qu'on n'a pas choisi. Elle sourit toute seule, dans le van, la première fois depuis très longtemps. Elle s'endormit avec le poids de cette petite bête contre elle, et ce fut la première nuit depuis 2 ans qu'elle ne dormit pas seule. Au petit matin, alors que la pluie s'était calmée et que le jour montait par-dessus la garrigue, on frappa à la vitre du van. 3 coups. Net. Patient. Serra sursauta. Chouchou grogna, doucement. Serra tira le rideau. Un homme âgé se tenait debout à côté du van. Un chapeau de feutre marron. Un imperméable trempé. Un visage sec, buriné, avec des yeux clairs. Il devait avoir 75 ans, peut-être plus. Il ne souriait pas. Il ne semblait pas menaçant non plus. Il attendait. Serra ouvrit la portière de 2 doigts. L'air froid entra dans le van. « Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle, » dit l'homme. Sa voix était basse. Un accent du sud, léger. « Je m'appelle Léonard Bessières. Vous ne me connaissez pas. » Il fit une pause. Il la regarda dans les yeux. « Mais vous, vous êtes bien Séraphine Colbert, née Colbert, fille de Béatrice, petite-fille d'Yvonne, n'est-ce pas ?» Serra ne répondit pas. Personne ne l'avait appelée par ce nom complet depuis 10 ans. Depuis Mémé. Léonard Bessières accepta le café que Serra lui prépara sur le réchaud à gaz. Il s'assit sur le pas de la portière ouverte, ses grosses mains autour de la tasse en émail. Chouchou l'observait depuis le matelas, tendue mais silencieuse, comme si elle sentait qu'il ne fallait pas grogner sur celui-là. « Je vous cherche depuis 6 mois, ma petite, » dit Léonard, « sur toutes les routes du Sud. J'avais quelques cartes postales envoyées à votre mère. Elle les avait jetées, elle. Je les ai récupérées dans sa poubelle un jour d'hiver en rendant visite à la voisine. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fouillé la poubelle. Je crois que je savais. » Il but une gorgée. Il grimaça. « C'est un café d'homme, ça, dit-il. »« C'est ce que j'ai, » dit Serra. Léonard hocha la tête. Il posa la tasse sur le marchepied. Il sortit d'une poche intérieure une enveloppe froissée, jaunie sur les bords, un peu tachée. Il la posa sur le siège à côté de Serra. « Votre grand-mère est morte, mademoiselle Colbert. Il y a bientôt 2 ans. Seule, dans son mât, au bout de son chemin, au milieu de ses chèvres. J'étais son voisin, si l'on peut appeler voisin quelqu'un qui vit à 4 kilomètres. J'étais surtout son ami. On avait le même âge. On avait été jeunes ensemble. Serra avait posé les mains sur ses cuisses. Elle ne les sentait plus. Mémé est morte? Il y a bientôt 2 ans, oui. Et personne ne m'a... Personne, non. Le notaire d'Alès a envoyé une lettre à votre mère, qui était l'exécutrice de la première succession. La première seulement. Le notaire avait le testament complet, avec votre nom. Mais votre mère a reçu la lettre, et votre mère l'a brûlée, ainsi que les copies qu'elle a pu trouver. Je le sais parce que la femme de ménage a raconté ça à sa sœur, qui l'a raconté à ma cousine, qui me l'a raconté à moi. Les villages, mademoiselle, ça parle. Même à Lyon. Serra ne bougeait pas. Léonard prit l'enveloppe et la lui tendit. Le vrai testament, récupéré chez Maître Delaunay, à Alès. Votre grand-mère vous laisse tout. Le mas des Cabrettes, à Saint-Estève. 12 hectares dans les Cévennes. Une bergerie. Une cave à fromage. Un puits. Et ce qui reste de son troupeau, si on peut encore l'appeler un troupeau. Il se tut. Il regarda la garrigue mouillée, en contrebas. Elle vous a laissé aussi une petite somme, très modeste. De quoi tenir 1 an, à peu près, si vous vivez comme un moine. C'est tout ce qu'elle avait pu mettre de côté. Elle vendait ses fromages sur le marché d'Alès, elle. Toute sa vie. Elle n'a jamais rien demandé à personne. Serra ouvrit l'enveloppe avec des doigts qui ne lui obéissaient plus. Elle lut. Elle lut 2 fois. Elle regarda le nom. Yvonne Suzanne Colbert. Née le 12 mars 1939. Décédée le 4 septembre. 2 ans et quelques mois. 2 ans pendant lesquels elle avait dormi dans un van, cueilli de la lavande, mangé des conserves, alors qu'une maison l'attendait. Elle repensa aux 2 étés d'enfance, à l'odeur du romarin,
aux mains ridées qui pétrissaient le fromage frais dans un grand saladier de terre cuite, à la voix un peu rauque qui lui chantait des chansons qu'elle n'avait pas comprises. Elle repensa à sa mère qui, un jour de septembre, quand elle avait 7 ans, lui avait dit « On n'ira plus chez Mémé. C'est fini. » Sans un mot d'explication. « Pourquoi ma mère ?» commença Serra. Léonard tourna la tête. Ses yeux clairs étaient de l'as. « Ce serait long à raconter, dit-il. Votre grand-mère l'a raconté elle-même, à sa manière. Dans un carnet, elle m'en parlait à la fin. Elle disait « Si un jour ma petite fille arrive au mât, elle trouvera. J'ai laissé des choses là-bas. » Elle ne voulait pas mourir tant qu'elle n'avait pas fini d'écrire. Je crois qu'elle a fini juste à temps. Il se leva. Ses genoux craquèrent. Je vous laisse l'adresse du notaire. Il vous attend depuis 18 mois. Il n'y a plus rien à contester. Le testament est en règle. Il posa un papier plié sur le siège, à côté de l'enveloppe. Une dernière chose, mademoiselle. Il remit son chapeau. Il regarda Serra bien en face. Le mas, aujourd'hui, ce n'est plus qu'un tas de pierres. Le toit s'est effondré l'hiver d'après. Les ronces ont pris. C'est un chantier. 1 année de travail, 2 peut-être, avant que ça devienne quelque chose. Il fit un pas. Il s'arrêta. Et le village, il ne vous accueillera pas à bras ouverts. Il y a des choses qu'on n'a jamais pardonnées à votre grand-mère, à Saint-Estève. Des vieilles histoires. Vous allez porter son nom, et son nom est un mauvais nom, là-bas, pour beaucoup. Préparez-vous à ça. Ou n'y allez pas. C'est vous qui voyez. Il s'en alla. Il descendit le chemin de terre. Il monta dans une vieille 4L rouge sang que Serra n'avait pas vu arriver. Il fit demi-tour. Il ne se retourna pas. Serra resta longtemps immobile sur le marchepied, l'enveloppe sur les genoux. Chouchou vint poser la tête sur sa cuisse. Serra caressa la chienne. Ses yeux ne pleurèrent toujours pas. Mais quelque chose, en elle, s'était mis à parler à voix basse. Une maison à elle. Une maison où quelqu'un l'avait attendue pendant des années, sans savoir si elle viendrait. Elle regarda la carte routière. Saint-Estève-des-Cabrettes, département du Gard, 180 km au sud-ouest. Elle plia la carte. Elle la posa sur le siège passager. Elle ouvrit une pomme. Elle en donna la moitié à Chouchou. « On y va, ma vieille, dit-elle. Elle démarra le van. Le voyage prit 2 jours. Serra roulait doucement pour ménager le moteur, pour ménager Chouchou qui n'avait plus l'habitude des longs trajets, pour se ménager elle-même. Elle s'arrêta à Vienne, à Valence, à Montélimar. Elle acheta une gamelle en fer pour la chienne, un vieux collier en cuir chez un bourrelier, un sac de croquettes bon marché. Chouchou reprenait des forces à vue d'œil. Elle avait la peau qui se remettait, le poil qui se relevait, un regard qui commençait à interroger le monde au lieu de le fuir. Le 3e jour, tard dans l'après-midi, Serra prit la sortie d'Alès. Le ciel était bas, gris ardoise, plein de cette lumière sévère qui tombe sur les Cévennes en fin d'automne. Elle suivit les indications de la carte. Les routes se rétrécirent. Les villages devinrent des hameaux. Les hameaux devinrent des fermes isolées. À un moment, il n'y eut plus que du silex sous les roues et du genévrier des 2 côtés. Elle arriva à Saint-Estève-des-Cabrettes vers 17 heures. Le village était petit, une trentaine de toits, une place avec un platane sec, une église romane au clocher tordu, une boulangerie fermée, un café-tabac au volet clos. Elle traversa sans s'arrêter. Elle sentait qu'on la regardait, derrière les rideaux. Elle sortit du village par une piste qui montait dans la garrigue. Elle roula encore 2 kilomètres. Le chemin devint plus mauvais. Le van tanguait sur les cailloux. Chouchou, sur le siège passager, avait posé sa patte sur le tableau de bord, l'oreille dressée. Enfin, au sommet d'une petite crête, entre 2 chênes verts, apparut le mas. Serra freina. Elle avait imaginé une ruine, oui. Léonard l'avait prévenu. Mais imaginer, ce n'est pas voir. Le toit s'était effondré au tiers. Les tuiles rondes gisaient en tas devant l'entrée. Une charpente noircie sortait des murs comme une côte cassée. Les volets pendèrent sur leurs gonds.
cassée en deux pour certains. Les ronces avaient escaladé la façade sud jusqu'aux fenêtres du haut. Une glycine morte, épaisse comme un bras, s'agrippait au linteau de la porte. La cour, autrefois pavée, disparaissait sous les orties. Sarah resta assise. Elle laissa le moteur tourner. Elle regarda la maison. Elle regarda la piste par laquelle elle était arrivée. Elle pensa, je fais demi-tour. Je descends à Alais, je vends la baraque en l'état, je prends l'argent, je repars. Une pensée très claire, très nette. Elle tenait 20 secondes dans sa tête. Elle allait passer la marche arrière. Chouchou sauta. Elle avait poussé la portière que Sarah avait laissée entr'ouverte. Elle avait bondi sur le gravier. Elle avait trotté droit devant, la queue basse, et elle s'était assise sur le seuil, face à la porte close. Bien droite, comme un chien de garde qui prend son poste. Elle tourna la tête vers Sarah. Elle attendit. « Chouchou, dit Sarah, reviens. » La chienne ne bougea pas. Elle regarda Sarah dans les yeux, longuement, et elle se recoucha sur le seuil, les pattes croisées, avec ce petit soupir que les chiens ont quand ils décident qu'on ne va nulle part. Sarah coupa le moteur. Elle descendit. Elle marcha jusqu'au seuil. Elle poussa la porte. La serrure était rouillée, mais elle céda. À l'intérieur, l'odeur la prit à la gorge. Humidité, fumée ancienne, poussière, quelque chose de sucré aussi, comme du fenouil séché. Les fenêtres avaient perdu leurs vitres. Le sol était couvert de feuilles mortes, de crottes de rongeurs, de morceaux de plâtre tombés. Une hirondelle, morte depuis longtemps, gisait dans un coin, un petit tas de plumes brunes. 3 pièces au rez-de-chaussée. Une grande, avec la cheminée. Une plus petite, la cuisine, avec un évier en pierre. Une autre, au fond, où Sarah devina la chambre de sa grand-mère. Un vieux lit en fer, un matelas éventré, une commode au tiroir sorti. L'escalier montait à l'étage, mais il manquait des marches. Sarah n'osa pas. Elle sortit. Elle refit le tour. Derrière la maison, elle trouva la bergerie, plus solide, avec des murs de pierre sèche épais d'1 mètre. Le toit tenait encore. À côté, la petite cave voûtée où Mémé affinait ses fromages. Porte de bois basse, marche descendante, humidité fraîche, planche vide. Un peu plus loin, le puits, avec une margelle ronde en pierre grise et un vieux seau au fond. La corde avait pourri. Elle revint devant le mas. Le soleil déclinait. Le vent se leva. Un vent sec. Un vent d'ici, qui sentait le thym et la fumée lointaine. « On va dormir dans la grande pièce, » dit-elle à Chouchou. « C'est celle qui a le moins de trous. » La chienne remua la queue. Une seule fois. Elle avait compris. Sarah travailla jusqu'à la nuit. Elle balaya un coin. Elle bâcha un morceau de plafond avec une couverture. Elle sortit son matelas du van. Elle le porta à l'intérieur. Elle alluma un feu dans la cheminée avec du bois qu'elle trouva sous un appentis, du bois humide qui fuma plus qu'il ne brûla. Elle mangea une boîte de sardines. Elle donna à Chouchou. Elle s'assit sur le matelas, dos au mur froid. Et alors, seulement, 2 ans de larmes montèrent. Elle pleura sans bruit, longtemps, la main dans les poils de la chienne. Elle pleura Théo. Elle pleura sa mère. Elle pleura les cartes postales sans réponse. Elle pleura Mémé, morte seule. Elle pleura la maison en ruine. Elle pleura la fille qu'elle avait été à 16 ans et qui avait cru qu'elle serait aimée un jour. Elle pleura jusqu'à ce que ses yeux la brûlent, jusqu'à ce que sa gorge ne fasse plus mal, jusqu'à ce que ses mains cessent de trembler. Puis elle s'essuya avec sa manche. Elle regarda le feu. « Bon, dit-elle. C'est fait. » Elle se leva. Elle avait froid, mais elle n'avait pas envie de dormir. Elle voulut chercher du bois plus sec. Elle prit la lampe torche. Elle se dirigea vers le grand buffet Sévenol en noyer sombre qui occupait tout le mur du fond de la cuisine, cassé mais debout encore. Elle ouvrit les portes, vide. Elle ouvrit les tiroirs, vide. Elle tapota le fond, machinalement, comme on tapote une valise à la douane. Un des panneaux du bas sonnait creux. Elle s'accroupit. Elle passa la lame de son couteau dans la fente. Le panneau bougea. C'était une planche disjointe, non pas cassée, mais déplacée exprès. Elle la retira. Derrière, il y avait un carnet.
un carnet de cuir brun, la reliure fatiguée, l'élastique noir tendu autour. Serra le prit. Il était lourd. 300 pages, peut-être plus. Elle le posa sur ses genoux à la lueur du feu. Elle défit l'élastique. Elle ouvrit à la première page. L'écriture était ronde, un peu tremblée, à l'encre bleue. La même écriture que sur l'enveloppe du testament. La même main. Serra approcha la bougie. Elle lut. « Si tu lis ceci un jour, ma petite, c'est que toi aussi ils t'ont chassé. Alors écoute bien ce que je vais te raconter, car j'ai été toi. » Serra ne dormit pas cette nuit-là. Elle lut jusqu'à ce que la bougie s'éteigne, elle en alluma une autre, elle lut jusqu'à ce que le feu ne soit plus que braise, elle remit du bois, elle lut encore. Chouchou s'était endormi contre elle, le museau posé sur sa cuisse. Dehors, le vent sifflait dans les tuiles cassées. Dedans, une voix parlait à travers les pages, une voix qui n'existait plus mais qui était là. Yvonne Colbert avait 19 ans en 1958. Elle vivait à Uzès, chez son père, un homme dur qui tenait une charcuterie et allait à la messe chaque matin. Elle était tombée amoureuse d'un garçon du quartier, un Louis, 19 ans lui aussi, appelé à faire son service en Algérie. Ils s'étaient aimés 3 semaines avant son départ. Louis n'était jamais revenu. On avait retrouvé son nom plus tard, sur une plaque, dans un cimetière d'Aïn Beïda. Yvonne avait attendu 6 mois avant de comprendre ce que son corps lui disait. Elle l'avait annoncé à son père un dimanche, après la messe. Son père n'avait pas crié. Il avait dit, doucement, « Prends tes affaires ». Il l'avait accompagnée jusqu'à la porte devant toute la paroisse qui sortait de l'église. Il l'avait poussée dans la rue avec ses 2 valises. Il avait crié cette fois pour que tout le monde entende. Cette fille n'est plus la mienne. Yvonne avait 19 ans. Elle était enceinte de 4 mois. Elle avait 27 francs en poche. Elle avait dormi la première nuit dans une grange abandonnée sur la route de Nîmes. La deuxième nuit dans un couvent qui lui avait offert un lit et refusé de la garder. La troisième nuit chez une femme qu'il avait vue pleurer sur le bord d'une route, une femme qui n'avait rien, elle non plus. Serra tournait les pages. Elle tournait les pages. Chaque mot lui entrait dans la peau. « J'ai été toi ». Cette phrase, en tête, elle la comprenait maintenant. Yvonne avait trouvé, 6 semaines plus tard, une annonce dans un journal de la région. Un mât en ruine à vendre, à Saint-Estève-des-Cabrettes. 3000 francs, 12 hectares de garrigues, sans eau courante, sans électricité. Un toit à moitié effondré. Personne n'en voulait. Elle avait pris le quart. Elle avait vu la maison. Elle avait dit oui. Pour payer, elle avait vendu la seule chose qu'elle possédait. Une bague en or que sa grand-mère paternelle lui avait donnée pour ses 16 ans. Une bague avec une petite pierre bleue, un saphir minuscule. Le bijoutier d'Alès lui en avait donné 2800 francs. Elle avait complété avec ce qu'elle avait signé chez le notaire, elle était devenue propriétaire d'un tas de pierres au milieu de la garrigue à 19 ans, enceinte de 6 mois, sans savoir traire une chèvre ni allumer un feu de bois vert. Elle avait appris. Page après page, Yvonne racontait comment elle avait appris. Une vieille bergère du hameau voisin, Lucienne, veuve, sans enfant, était venue un matin voir la nouvelle qui vivait chez les Cabrettes. Elle l'avait regardée, le ventre déjà rond, les mains encore blanches. Elle avait dit « Tu vas crever, ma petite. Où tu apprends ?» Lucienne lui avait enseigné pendant 2 hivers. Elle lui avait appris la traite, la présure, le moulage, l'affinage. Elle lui avait donné 5 chèvres du Rove, 5 bêtes de rien, mais des mères. Yvonne, à 21 ans, avait un troupeau de 20 bêtes. À 25, 40. Elle vendait au marché d'Alès. Elle survivait. La petite Béatrice était née dans le Mas, un matin de mars, par une sage-femme qu'on avait fait venir à cheval. Yvonne avait tout élevé seule. Serra lisait. Elle voyait sa mère petite, dans la garrigue, 5 ans, 6 ans, courant après les chèvres. Elle voyait sa mère à 10 ans, à l'école du village où on l'appelait la bâtarde de la Colbert. Elle voyait sa mère à 15 ans, décidée à partir, décidée à ne plus jamais sentir le fromage de chèvre sur ses habits, décidée à devenir quelqu'un d'autre. Elle voyait sa mère à 22 ans, épousant Bertrand Rougier, jeune courtier en assurance de bonne famille lyonnaise, effaçant Uzès, effaçant Saint-Estève, effaçant Yvonne, effaçant tout. Un passage, à la fin d'un cahier, arrêta Serra.
Ma fille ne m'a plus donné signe de vie après son mariage. J'ai su qu'elle avait eu une petite fille, qu'elle l'avait appelée Séraphine. J'ai su cela par la voisine, la mère Renaud, qui l'avait su par sa sœur de Lyon. J'ai voulu écrire. J'ai écrit. Mes lettres me sont revenues, n'habitent plus à l'adresse indiquée. C'était un mensonge. J'ai compris. Ma fille avait honte de moi. Je porte pour elle une honte qui ne s'efface pas. Elle est née sans père. Elle est née chez une folle. Elle est née dans la garrigue. Elle ne me pardonnera jamais de l'avoir mise au monde. Un été, elle est venue quand même. 2 étés, en réalité. Elle a amené la petite. Séraphine devait avoir 6 ans, 7 ans. Une enfant silencieuse, avec des yeux qui voyaient tout. Je lui ai appris à reconnaître le romarin. Elle sentait tout, cette petite. Elle avait mon nez, elle avait mes mains. Ma fille l'a vue, elle aussi, et elle a cessé de venir. Séra referma le carnet. Elle appuya son front contre la couverture de cuir. Elle ferma les yeux. Ce n'était pas elle. Ce n'était pas elle que sa mère avait haï. C'était sa propre mère. C'était Yvonne, en elle. Sa manière de baisser la voix. Sa manière de sentir les plantes. Ses mains. Béatrice avait passé 30 ans à haïr Yvonne, et Séra avait ramassé cette haine par ricochet, sans jamais savoir pourquoi. Elle rouvrit le carnet. Elle continua. Le ciel pâlissait quand elle atteignit les dernières pages. Yvonne y écrivait plus court, plus faible. Elle sentait la mort venir. Elle parlait au petit enfant qu'elle ne connaissait pas, à cette Séraphine qu'elle avait vue 2 étés seulement. Elle disait où étaient les caches, les outils, la clé de la cave. Elle donnait des recettes. Elle donnait des noms. Elle disait « Va voir le père Antoine Lefebvre, à la ferme du Puech. C'est mon ami depuis 60 ans. Il ne t'aimera pas tout de suite. Il t'aimera bien. » La dernière page portait 5 lignes. « Ma petite, si tu es là, c'est que tu as connu ce que j'ai connu. On ne peut pas rendre coup pour coup à sa propre famille. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne. On gagne autrement. On devient soi. On plante ses pieds dans la terre. On refait sa vie de ses mains. Un jour, ils se retourneront. Et ils verront ce qu'ils ont perdu. C'est la seule vengeance qui compte. » Séra referma le carnet. Elle le posa contre son cœur. Elle resta longtemps ainsi. Le jour se levait. Une lumière grise entrait par les fenêtres sans vitres. Chouchou remua, s'étira, bâilla. Séra se leva. Elle avait besoin d'eau. Elle sortit avec un seau qu'elle avait ramassé la veille, une corde de rechange qu'elle avait dans le van. Elle marcha vers le puits, entre les orties. L'air sentait le mouillé, le froid, la roche. Elle attacha la corde. Elle allait la lancer. Elle leva les yeux. À la lisière du bois de chêne vert, qui bordait la propriété, à 50 mètres peut-être, une silhouette se tenait immobile. Un homme âgé, très grand, très maigre, un long bâton de berger à la main. Il ne bougeait pas. Il la regardait. Il avait dû arriver sans bruit. Il était là comme s'il avait été là depuis toujours, comme la pierre est là, comme le chêne est là. Séra ne bougea pas non plus. L'homme leva la main gauche, une seule fois, très lentement. Un salut, une reconnaissance. Puis il tourna les talons et il rentra dans le bois. Il disparut. Séra baissa les yeux. Elle avait le cœur qui battait fort. Pas de peur. Autre chose. Elle regarda Chouchou, qui l'avait suivi et qui regardait le bois, l'oreille dressée, sans un aboiement. « Père Antoine, » murmura Séra. « C'est lui. » Il revint 3 jours plus tard. Il ne frappa pas. Il ne cria pas dans la cour. Il attendit sur le seuil, son bâton posé contre le mur, jusqu'à ce que Séra sorte. « Yvonne m'a dit qu'un jour tu viendrais, dit-il. » Il n'ajouta pas de salutation. Il n'ajouta pas de préambule. Sa voix était basse, un peu enrouée, avec cet accent des Cévennes qui roulent les R et mâchent les fins de mots. Il avait 80 ans, peut-être plus. Une casquette bleu marine, une veste de laine élimée au coude, des yeux d'un gris très clair, qui ne sciaient presque pas. « Je m'appelle Antoine Lefebvre. Père Antoine, on m'appelle parce que j'ai été catéchiste dans le temps.
avant qu'il ferme l'école. Je ne suis pas curé, je suis berger. Serra hocha la tête. Elle ne savait pas quoi dire. Tu ressembles à ta grand-mère, ajouta Antoine. Trop. Il se retourna. Il regarda la garrigue. Il y a des chèvres à toi, là-haut. Elles se sont ensauvagées. Personne ne les a rentrées depuis qu'Yvonne est morte. Une quarantaine au début. Aujourd'hui, il en reste peut-être 20, 25. Le reste, c'est le loup, ou les chiens errants, ou les maladies. Elles vivent sur le plateau du Puech. Je les entends chaque matin. Il tourna la tête vers Serra. Tu veux les récupérer? Serra ouvrit la bouche. Elle allait dire qu'elle ne savait pas traire, qu'elle ne savait rien, qu'elle n'avait pas de bergerie qui tienne debout. Elle ne dit rien de tout ça. Elle dit « Oui ». Antoine hocha la tête, une seule fois. Alors demain, 6 heures. Prends de bonnes chaussures. Prends la chienne aussi. Elle a une tête à comprendre. Il reprit son bâton. Il partit. Il ne se retourna pas. Les semaines qui suivirent furent les plus dures de la vie de Serra, et aussi les plus vivantes. Elle se levait à 5 heures. Elle montait avec Antoine sur le plateau du Puech, un plateau de calcaire nu, brûlé par le vent, où poussaient le thym, le genévrier, la petite fétuque bleue que les chèvres broutent. Elles étaient là, les rauves de Mémé, reconnaissables à leurs longues cornes en lyre, à leurs robes brunes et blanches, à leurs oreilles qui pendaient, farouches, méfiantes, redevenues à moitié sauvages. Chouchou apprit avant Serra. Antoine faisait des gestes, elle les traduisait. La chienne se couchait, se relevait, contournait, ramenait. Elle avait ça dans le sang. Ils rentrèrent 4 chèvres la première semaine, 6 la deuxième, 11 la troisième. À la fin de novembre, ils en avaient 22 dans la bergerie que Serra et Antoine avaient rafistolée à la va-vite. Nouvelle porte en planche, toiture bâchée en attendant mieux, râtelier refait, abreuvoir raccordé au puits. Antoine enseignait sans parler beaucoup. Il montrait. Serra imitait. Le geste pour la traite, la pression du pouce et de l'index, le mouvement du poignet, le dosage de la présure dans le lait tiède, le moment exact où le cahier se sépare du petit lait, ce moment que Yvonne appelait dans son carnet « quand ça tremble », le moulage dans les petits faisselles en plastique alimentaire, l'égouttage sur clayette, le salage, la descente à la cave, sur les planches humides, pour l'affinage. Serra faisait tout mal au début. Elle rata 3 séries. Le fromage grumela. Il fila. Il ne prit pas. Elle jetait. Elle recommençait. Antoine ne se moquait jamais. Il disait, à la 4e tentative, « là ». Elle avait compris. Ses mains, elle se souvenait. Elle se souvenait de mains plus vieilles qu'elle avait vues à 7 ans, dans un grand saladier de terre cuite. Le 3e mercredi de novembre, une jeune femme monta au mât dans une petite Twingo bleue. Elle sortit de la voiture avec un panier en osier. « Je suis Manon », dit-elle. « Manon Girard. Je tiens le fournil au village, celui près du platane. Je suis la fille de Girard le boulanger, si tu as vu le nom sur l'enseigne. Il est mort il y a 3 ans. Moi j'ai repris. » Elle avait 28 ans, des cheveux courts, une salopette de travail tachée de farine. « On m'a dit que tu étais là. Personne n'a voulu monter. Alors je suis venu. Je t'apporte une miche encore chaude et une bouteille de vin. » Serra ne sut pas quoi dire. « Merci. Je te dérange pas 5 minutes, hein? Je vois que t'as du boulot. Mais je voulais te dire un truc. » Manon posa le panier sur la margelle du puits. « Ta grand-mère, moi je l'ai connue toute petite. Elle venait au fournil chez mon père. Elle disait toujours « Une bonne journée, ça commence avec une croûte de pain frais. » Mon père l'aimait bien. Il disait qu'elle avait plus de dignité que tout le village réuni. Je le pensais aussi. Alors tu peux compter sur moi. Si t'as besoin de vendre, de porter, de rencontrer, de râler, tu descends au fournil. La porte est ouverte. Elle sourit. Elle était partie avant que Serra n'ait pu répondre. Ce jour-là, Serra pleura, une fois de plus, mais autrement. 15 jours plus tard, Serra descendit au marché du village. Antoine avait dit « Il est temps que tu vendes. 3 fromages, pas plus. Prends le panier d'osier. Mets-toi près de la fontaine. » Elle descendit à pied avec Chouchou.
Le marché du samedi matin, à Saint-Estève, c'était 4 étals sous le platane. Un maraîcher, un miel, un charcutier de passage, et une place vide qu'Antoine lui avait indiquée. Elle posa son panier, elle attendit. Les gens passèrent, on la regardait, on chuchotait. Une femme s'approcha, prit un fromage dans la main, le renifla, le reposa sans acheter. Une autre demanda le prix, hésita, s'en alla. Serra restait droite. Elle ne baissait pas les yeux. Elle avait décidé de ne plus jamais baisser les yeux. Un vieil homme traversa la place. Il avait un béret, une canne, une veste de tricot marron. Il vint droit sur elle. Il s'arrêta à 3 pas. Il cracha par terre, entre ses souliers. « Bâtarde de bâtarde !» dit-il. Il s'en alla. Personne ne dit rien. Le maraîcher continua à peser ses oignons. Chouchou grogna, une seule fois, tout bas. Serra posa la main sur la tête de la chienne. Elle ne pleura pas. Elle ne bougea pas. Elle vendit 2 fromages ce jour-là, un à Manon, un à une touriste allemande de passage. Elle remonta au mât en fin de matinée. Antoine était devant la bergerie. Il vit son visage. Il ne demanda rien. « Il y en a un qui a craché, dit Serra. Il m'a traité de bâtarde de bâtarde. » Antoine hocha la tête très lentement. « C'est Frédéric Boyer. Il a 72 ans. Son père était l'un de ceux qui ont refusé de vendre du foin à ta grand-mère quand elle a débarqué en 1958. Il a de qui tenir. » Il posa la main sur l'épaule de Serra. Une fois, il la laissa retomber. « Vends le fromage, ma petite. Vends le fromage. Le reste vient après. » Décembre arriva d'un coup. Un décembre cévenol comme il y en a un tous les 20 ans. Le vent tourna au nord. La température chuta de 10 degrés en une nuit. Le 3e matin, il commença à neiger, et il neigea 3 jours sans discontinuer. Serra n'avait jamais vu ça. Les vieux du village non plus. Antoine dit à la radio, dans les nouvelles régionales, qu'on n'avait pas eu un blizzard pareil depuis 1956. Le 3e jour, la ligne téléphonique lâcha. Le poteau en bois qui montait de la route s'effondra sous le poids de la glace. La piste devint impraticable. La 4L d'Antoine, garée à 4 km de là, était bloquée dans sa cour à lui. Serra était seule au mas avec Chouchou et 22 chèvres dans la bergerie. Elle avait remonté du bois. Elle avait bâché ce qu'elle pouvait. Elle avait vérifié la bergerie 2 fois dans la journée. Le toit tenait, mais la neige s'accumulait dessus, épaisse, lourde, gelée par-dessus, meuble en dessous. Vers 22 heures, elle entendit un premier craquement. Bref, sec, comme une branche qui casse. Elle sortit, la lampe torche à la main, la tempête lui tirant les cheveux dans la figure. Elle éclaira le toit de la bergerie. Une poutre s'était fendue en son milieu. La bâche commençait à céder d'un côté. Elle courut chercher Antoine dans sa tête. Antoine était à 4 km. Le téléphone, mort. La voiture, coincée. Elle était seule. Elle rentra dans la bergerie. Les chèvres bêlaient de terreur, agglutinées au fond. Serra essaya de soulever une poutre. Impossible. Elle essaya de dégager les chèvres vers la petite étable annexe. La porte de communication était bloquée par un bahut lourd. Elle ne pouvait pas la déplacer seule. Elle sortit. Elle regarda dans la nuit, la neige qui tombait en oblique, blanche dans le faisceau de la torche. « Chouchou !» cria-t-elle. La chienne apparut à ses pieds. Serra s'accroupit. Elle prit la tête de Chouchou dans ses mains gantées. Elle la regarda dans les yeux. « Antoine, dit-elle. Chouchou. Antoine. Tu comprends? Antoine. » La chienne ne cligna pas. Elle regardait Serra fixement. « Va chercher Antoine. Va, ma belle. Va. » Serra pointa le doigt vers le chemin. La chienne suivit le doigt du regard. Elle hésita une seconde. Puis elle partit. D'un bond, elle disparut dans la neige en 3 foulées. Serra resta seule dans la cour, la torche à la main, la neige tapant contre son visage comme des grains de sable. Elle repensa à Léonard, à sa mère, à la table de Noël, à la tante Solange qui n'avait rien dit. Elle repensa à tout ça d'un coup, en un éclair. Puis elle secoua la tête. Elle rentra dans la bergerie. Elle prit une chèvre dans ses bras, la plus petite, une chevrette de 4 mois, et elle la porta vers la porte du fond. Elle défonça la serrure à coups de pied.
Elle poussa la chevrette de l'autre côté. Elle en prit une autre, une autre. Elle s'usait les mains, ses gants étaient déchirés, elle avait la joue qui saignait sans qu'elle sache pourquoi. Le toit gémit. La deuxième poutre céda. Une avalanche de neige entra par le trou. 2 chèvres, terrifiées, glissèrent sur le lit d'excréments gelés, se blessèrent. Séra tira l'une par les pattes arrière, l'autre par les cornes. Elle jurait. Elle jurait à voix haute pour la première fois de sa vie. Elle appelait sa mère par des noms qu'elle ne s'était jamais autorisés. Elle ne sut jamais combien de temps ça dura. Quand elle entendit la voix d'Antoine par-dessus le vent, elle crut qu'elle rêvait. « Séra !» Il était dans la cour avec 2 hommes, 2 voisins. L'un d'eux, elle le reconnut à peine. Un homme âgé, en gros manteau, une lampe frontale sur le front. Le vieil homme du marché, Frédéric Boyer. Chouchou était là aussi, épuisé, la langue pendante, la truffe blanche de neige. Elle s'était couchée dans la cour, les flancs qui montaient et descendaient à toute vitesse. Mais elle regardait Séra fixement, comme pour vérifier. Ils travaillèrent 1 heure. Ils étançonnèrent avec 2 poutres de secours qu'Antoine avait eu la présence d'esprit de charger sur un traîneau. Ils firent passer toutes les bêtes dans l'étable annexe. Ils sauvèrent le troupeau. Une chèvre était morte, écrasée. Les autres, vivantes. Séra ne voulut pas regarder la morte. Antoine lui posa la main sur l'épaule. « On l'enterrera demain. Rentre, tu vas geler. » Ils rentrèrent tous les 4 dans la grande pièce du mas. Séra fit chauffer de l'eau. Elle sortit ce qu'elle avait, du pain, du fromage, un fond de vin qu'Antoine avait apporté un soir. Les 2 voisins mangeaient debout, sans parler. Chouchou dormait déjà, effondré près du feu. Frédéric Boyer, le vieux qui avait craché, était assis sur le tabouret, le béret sur les genoux. Il regardait la flambée. Il ne buvait pas. Il ne mangeait pas. Au bout d'un long moment, il leva la tête. « Mademoiselle Colbert, » dit-il. Sa voix tremblait un peu. « Je vous ai craché aux pieds sur la place, l'autre samedi. Je vous ai traité d'un nom que je n'aurais pas dû dire. » Il fit une pause. Il serra son béret dans ses mains ridées. « J'ai eu tort sur beaucoup de choses dans ma vie, mademoiselle. Mon père avait tort. Moi, j'ai eu tort après lui. Votre grand-mère, c'était une femme bien. Elle a jamais fait de mal à personne. Elle a élevé sa fille toute seule. Moi, je suis là depuis 72 ans. Je n'ai jamais élevé personne. Ma femme a fait les enfants. Moi, je faisais le paysan mauvais coucheur. » Il regarda Séra dans les yeux. « Pardonnez-moi, ma petite. J'ai eu tort. C'est tout ce que je peux dire. Peu. » Séra resta immobile. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle ne s'était pas préparée. Elle sentit ses yeux se remplir malgré elle. Elle hocha la tête. Elle dit, d'une voix rauque, « C'est bon, monsieur Boyer. C'est bon. » Antoine détourna la tête vers le feu. Il ne dit rien. Mais Séra vit qu'il avait souri, une fois, très brièvement, dans le coin des lèvres. Le printemps arriva tôt cette année-là. La neige fondit en 10 jours, la garrigue passa du gris au vert olive, les amandiers fleurirent d'un coup, blancs et roses. Séra sortait à 5 heures et rentrait à la nuit. Elle avait maintenant 28 chèvres en lait, une bergerie refaite en dur avec l'aide d'un maçon de Générargues, une cave d'affinage nettoyée, blanchie, aérée. Le mas commençait à ressembler à une maison. Le toit avait été refait par un couvreur du village, un cousin de Manon, à un prix d'amis. Les volets, repeints en bleu lavande, les vitres, remises, le jardin, dégagé. Séra avait planté du romarin, de la sarriette, du thym, de la sauge, de la mélisse. Ce fut Manon, un soir de mars, qui posa la question. « Tu ne veux pas donner un nom à ce que tu fais ?» Elles étaient assises dans la cour du mas, sur des chaises dépareillées, un verre de vin à la main. Antoine était rentré. Chouchou dormait entre elles. « Un nom ?» dit Séra. « Oui, un nom de marque. Tu fais des fromages qui vont au-delà du fromage. Tu commences à faire des savons avec tes plantes. Tu as parlé de tisane, d'huile parfumée. Il te faut un nom. Sinon tu vends au coup par coup. Personne ne te retrouve. » Séra tourna son verre.
Elle regarda la cave voûtée, la bergerie, la cheminée qui fumait par-dessus le toit. Elle repensa au carnet. Les herbes de mémé Yvonne, dit-elle. Manon leva son verre. Voilà, ça fera pleurer les touristes. Et surtout, c'est vrai. Elles trinquèrent. Serra lança la marque en avril. Elle avait fait imprimer, chez un artisan de Saint-Ambrois, des étiquettes simples, un dessin au trait d'une branche de romarin, le nom écrit en écriture ronde, presque la même que celle du carnet. Elle rangea ses fromages, ses savons au miel et à la lavande, ses petits sachets de tisane sévenol, ses fioles d'huile parfumée à la sarriette et au thym, dans des cajots en bois. Manon avait dessiné le stand. Antoine avait fabriqué la table, une planche de châtaignier posée sur 2 tréteaux. Le premier marché à Alès fut un samedi de mai. Serra installa son stand, place de l'hôtel de ville. Elle tremblait. Chouchou était couché sous la table, les oreilles tombantes de calme. Manon, à côté, tenait la caisse en fer. Une femme d'une 60aine d'années passa. Robe fleurie, cabas en osier, cheveux gris coupés au carré. Elle s'arrêta. Elle regarda les fromages. « Je peux ?» demanda-t-elle. Serra lui tendit un petit morceau de frais aux herbes sur un carré de papier. La femme le prit. Elle le porta à sa bouche. Elle ferma les yeux. Elle resta comme ça 10 secondes. Puis elle rouvrit les yeux, pleins de larmes. « Mon Dieu !» dit-elle doucement. « C'est le fromage de mon enfance. C'est celui que ma mère me faisait. Ça fait 50 ans que je n'ai pas retrouvé ce goût. » Elle prit 3 fromages. Elle prit 2 savons. Elle prit un sachet de tisane. Elle paya. Elle remercia Serra 2 fois avant de partir. 3 personnes qui avaient observé la scène s'approchèrent à leur tour. À midi, il ne restait plus rien sur l'étal. Manon riait. Serra ne riait pas encore. Elle regardait le petit tas de billets et de pièces dans la boîte en fer, et elle repensait aux vannes, aux conserves froides, à la carte postale de janvier envoyée à sa mère sans réponse. « Bienvenue, ma vieille, dit Manon en lui tapant l'épaule. Bienvenue dans ta propre vie. » Les mois suivants, ça s'accéléra. Une journaliste de la Provence descendit au mât un mercredi d'été. Elle interviewa Serra pendant 2 heures. Elle prit des photos avec un vieil appareil argentique. L'article parut en juillet, en pleine page. La renaissance d'un mât Sévenol. Les mains d'Yvonne Colbert, reprises par sa petite fille. Le journaliste avait bien fait son travail. Il n'avait pas parlé du reste. Il n'avait parlé que du fromage, du carnet, de la garrigue. Midi libre reprit 2 semaines plus tard. Puis, France 3, dans son reportage du soir, une équipe de 3 personnes qui filma la traite, les chèvres, la cave, les mains de Serra dans le lait tiède. Antoine avait refusé d'être filmé. Il regardait de loin, appuyé sur son bâton, avec un sourire que Serra n'avait jamais vu chez lui. « Tu es contente ?» lui demanda-t-elle un soir. Il mit du temps à répondre. « Yvonne aurait été contente, » dit-il enfin. Il tourna la tête vers les collines. « Moi je regarde. C'est tout ce que je sais faire. » En août, Serra envoya une carte postale à Fontaine-sur-Saône. Une photo du mas restauré, la façade blanche, les volets bleu lavande, le romarin en fleurs devant la porte. Au dos, elle écrivit « Chère maman, je te souhaite un bel été. J'ai retrouvé la maison de mémé. Je crois qu'elle serait fière. Je pense à toi. Serra. » Elle n'attendait rien. Elle n'attendit rien. Aucune réponse ne vint. C'était différent cette fois. Elle n'écrivait plus pour se prouver qu'elle n'était pas seule. Elle écrivait parce qu'elle savait qui elle était, et parce que sa mère, quelque part, faisait partie d'elle malgré tout. C'était sa mère. C'était la fille d'Yvonne. Elle méritait une carte, même sans réponse. À Lyon, dans un salon du 6e arrondissement, un vendredi soir de septembre, Ophélie feuilletait Le Point en attendant Théo qui rentrait tard du bureau. Elle tournait les pages sans les lire, un verre de rosé à la main. Elle arriva à une double page. Elle s'arrêta. Le visage de sa sœur souriait dans le magazine. Une photo pleine page. Séraphine devant le mas des cabrettes, en tablier, une chevrette dans les bras, la lumière de fin d'après-midi dans les cheveux. Le titre au-dessus, Séraphine Colbert, la parfumeuse des Cévennes, redonne vie au terroir familial. Ophélie lut l'article debout, sans s'asseoir.
Elle lut les 2 pages. Elle lut la citation où sa sœur disait, à propos du carnet de Mémé, « J'ai compris que je n'étais pas la première femme de la famille à avoir été mise à la porte. Je suis simplement la deuxième. » Elle lut le paragraphe sur la marque « Les herbes de Mémé Yvonne », déjà distribuées dans 3 épiceries fines de Paris. Elle lut le passage sur la ferme, sur les 12 hectares, sur la valeur du foncier Sévenol qui grimpait depuis 10 ans. Elle referma le magazine. Elle le posa sur la table basse. Sa main tremblait. Théo entra à ce moment-là. Il posa ses clés dans la coupelle. Il vint l'embrasser sur la joue. « Ça va, ma belle ?» Ophélie ne répondit pas. Elle prit le magazine. Elle le lui tendit, ouvert à la double page. Théo regarda. Il pâlit. Il resta debout, la revue à la main, 10 secondes. Il ne dit rien. Puis il posa la revue sur la table. Il alla se servir un whisky. Il but une gorgée sans reprendre son souffle. « Elle a récupéré le mât d'Yvonne, » dit Ophélie. « On dirait oui. Ma mère t'avait dit que la ferme avait été vendue à un promoteur. Elle t'avait dit qu'il ne restait rien. » Théo ne répondit pas. « Théo, » dit Ophélie. Sa voix avait changé. Elle était plus basse, plus fixe. « Combien vaut ce mas ?» Il tourna les yeux vers elle. Il avait ce regard qu'elle lui connaissait, celui du garçon qui a peur et qui va faire quelque chose de bête. « En l'état, » dit-il, avec la marque, avec la notoriété qui monte, avec les 12 hectares, 200 000. Peut-être plus. La marque toute seule pourrait en valoir autant, si on la vendait à quelqu'un du secteur. Ophélie se leva. Elle marcha jusqu'à la fenêtre. Elle regarda les toits de Lyon. Ma mère l'a mise à la porte, devant tout le monde. Nous avons tous mis Séraphine à la porte. Elle se retourna. Elle n'a pas le droit de récupérer quelque chose. Elle n'a pas le droit d'exister à la place où elle est. Tu comprends ce que je te dis, Théo ? Il comprenait. 3 semaines plus tard, un mardi matin de fin septembre, Séra était dans la cour du mas. Elle triait des bouquets de sarriette pour les mettre à sécher sous l'appentis. Antoine avait apporté 2 paniers de raisins. Chouchou dormait au soleil. Une voiture monta le chemin. Séra reconnut le bruit du moteur avant de la voir. Un moteur qui n'était pas d'ici. Un moteur allemand, gros cylindre. La Mercedes noire s'arrêta dans la cour. 2 portes claquèrent. Ophélie descendit, en manteau beige et talons hauts, qui s'enfonçaient dans le gravier. Théo la suivit, en costume gris, un porte-document en cuir sous le bras. Ils sourirent tous les deux d'un sourire qui n'était pas un sourire. Séra reposa lentement son bouquet sur la table de châtaignier. Elle s'essuya les mains à son tablier. Chouchou se leva. Elle vint se coller contre la jambe de Séra, sans un grognement, mais avec cette raideur des chiens qui savent. « Bonjour Séraphine, » dit Ophélie. « Bonjour Ophélie. Tu as fait de belles choses ici. Vraiment. Nous avons vu l'article. » Séra ne répondit pas. Elle attendait. Elle avait appris à attendre. Théo posa son porte-document sur la table. Il l'ouvrit. Il en sortit une chemise cartonnée verte. Il la posa devant Séra. « Séraphine, dit-il, sa voix était trop douce. On a un problème. » Il ouvrit la chemise. « Il existe un autre testament, rédigé par ta grand-mère 2 mois avant sa mort. Il annule le précédent. Elle y désigne notre mère, Béatrice, comme unique héritière du mas. Le document a été retrouvé la semaine dernière par ma mère, dans les affaires personnelles que le notaire lui avait remises en 2019, à l'époque où elle croyait être l'unique héritière. C'est un simple oubli qui remonte. Elle m'a demandé de te l'apporter en personne. » Il tendit la feuille à Séra. « Nous préférons régler ça à l'amiable. Nous ne voulons pas de procès. Notre mère t'offre de te racheter ton travail et tes améliorations. 120 000 €. C'est une somme correcte. Tu peux relancer une ferme ailleurs. Tu peux même garder le nom de la marque si tu veux. » Séra prit la feuille. Elle regarda l'écriture. Elle regarda la date. Elle regarda la signature. L'écriture n'était pas celle d'Yvonne. Elle avait lu 300 pages de la main de sa grand-mère.
Elle connaissait la boucle du Eager, l'inclinaison du C, la petite spirale au bout de chaque signature. Ce document, sous ses yeux, imitait l'écriture. Grossièrement. Un faussaire pressé. Peut-être Théo lui-même. Peut-être quelqu'un qui l'avait payé. Sarah ne le dit pas. Elle ne dit pas non plus non. Elle posa la feuille sur la table. Elle regarda sa sœur. Elle regarda Théo. Elle prit son temps. « Je vais réfléchir, dit-elle. Laisse-moi une copie. Je te donnerai ma réponse dans une semaine. » Théo échangea un regard rapide avec Ophélie. « Une semaine, dit-il. »« Bien. » Il laissa la chemise verte sur la table. Ils remontèrent en voiture. Ils firent demi-tour. Ils redescendirent le chemin de pierre. Antoine, qui n'avait pas dit un mot pendant toute la scène, tourna la tête vers Sarah. « Tu as vu leur voiture ?» dit-il seulement. « Oui. Faut faire attention ces jours-ci. Attention le soir surtout. Les gens comme ça, ils reviennent pas les mains vides. » Sarah hocha la tête. Elle regarda la chemise verte sur la table. Elle la prit, elle la glissa sous son tablier. Elle appela Maître Delaunay dans l'après-midi, le notaire à Alès. Elle prit rendez-vous pour le lundi suivant. Elle apporterait le faux testament. Elle apporterait le carnet. Le lundi, elle n'y alla pas. La nuit du vendredi au samedi, Sarah dormait dans la chambre du fond, celle qui avait été celle de Mémé. Elle avait refait le lit avec un vieux matelas de laine acheté au marché aux puces, une couverture rouge, 2 oreillers. Chouchou dormait au pied, comme chaque nuit, roulé en boule sur une couverture pliée en 4. Il devait être 3 heures du matin quand la chienne se dressa. Elle ne grogna pas. Elle ne bougea pas d'un poil. Elle resta assise, immobile, les oreilles droites, le nez levé. Puis elle poussa un aboiement bref, très bas, à peine audible. Un aboiement de gorge, puis un autre. Elle vint sauter sur le lit. Elle tira le drap avec les dents. Elle poussa le bras de Sarah avec la truffe. Sarah ouvrit les yeux. Elle sentit tout de suite l'odeur. Pas le feu de cheminée, le vrai feu, le bois qui brûle vite. Elle se leva d'un bond. Elle courut à la porte de la chambre. Elle ouvrit. Un mur de fumée noire et chaude la fit reculer. Le salon était en flammes. Les rideaux flambaient. La table de châtaignier flambait. La chaise près de la cheminée flambait. Une bouteille en plastique fondait sur le carrelage. Cette odeur-là, elle la reconnut. L'essence. Elle referma la porte. Elle appela Chouchou. Elle mit un chiffon mouillé sur son visage. Il y avait un seau d'eau près du lit. Elle en avait toujours un. Elle poussa la fenêtre de la chambre. La fenêtre donnait derrière, côté bergerie. Elle enjamba. Elle appela Chouchou. La chienne sauta. Elles atterrirent dans le potager. Sarah courut vers la cour. Elle vit tout de suite. La bergerie n'était pas touchée. Le feu n'était que dans la maison. Il montait vite. Les tuiles neuves commençaient à noircir. Elle se retourna. À 20 mètres, une silhouette traversait la garrigue en courant. Une deuxième un peu plus loin. Une lampe torche s'éteignait. Un moteur démarra. Une voiture s'éloigna sur la piste basse, celle qui coupait par le vieux chemin de Charbonnier, une piste que seul un habitant du coin pouvait connaître. Ou quelqu'un qui s'était renseigné. Sarah ne les suivit pas. Elle courut vers le puits. Elle tira le seau. Elle courut vers le mas. Elle jeta l'eau sur les flammes de l'entrée. Un seau. Rien. Elle repartit. Elle repartit encore. Elle avait les mains brûlées. Elle ne le sentait pas. Elle entendit alors une voix, derrière elle. « Sarah, arrête !» Antoine arriva en courant. Il avait vu la lueur du mas depuis chez lui, à 4 kilomètres. Il avait pris sa 4L, il avait roulé sans phare dans la nuit, il avait appelé les pompiers de Saint-Ambrois depuis la cabine du village. Il attrapa Sarah par le bras. « Laisse la maison. La maison, c'est rien. Les papiers, le carnet, il faut sortir ce qu'il y a de récupérable dans la chambre du fond avant que ça prenne. Vas-y. » Sarah rentra par la fenêtre. Elle prit le carnet, planqué sous le matelas dans une boîte en fer blanc. Elle prit la chemise verte avec le faux testament. Elle prit le vrai. Chez Maître Delaunay, c'était une copie.
L'original, elle le gardait dans une pochette de plastique agrafée sous le tiroir de la commode. Elle prit sa boîte à souvenirs, celle où étaient rangées les seules photos de mémé qu'elle possédait. 2 polaroïds jaunis d'un été d'enfance. Elle ressortit par la fenêtre. Le feu, lui, s'arrêta. Pas parce que Sarah l'éteignit, parce que les incendiaires avaient été pressés, mal formés, mal préparés. Ils avaient versé l'essence dans la mauvaise pièce. Le salon flambait, la cuisine attenante prit un peu, une poutre carbonisa. Mais les murs de pierre sèche, épais d'1 mètre, refusèrent de conduire le feu. Le Mistral, qui aurait tout emporté ce soir-là, n'était pas là. Il n'y avait qu'un léger vent de sud tiède. Les pompiers arrivèrent en 25 minutes. Ils travaillèrent 2 heures. Ils sauvèrent la structure. Le salon serait à refaire, tout. Le carrelage, la cheminée noircie, les poutres apparentes. 1 année de travaux, avait dit 1 an plus tôt Léonard Bessières. Cette fois, 2 mois suffiraient. Mais 2 mois pendant lesquels Sarah n'aurait plus de maison. 2 mois où elle allait devoir dormir dans le van, comme avant. Le lieutenant des gendarmes de Saint-Ambrois arriva à 7 heures du matin avec un adjoint. Il s'appelait Le Bihan, un breton monté dans le sud pour ses enfants. Un homme rond, calme, méthodique. Il regarda les restes de la bouteille en plastique. Il flaira le carrelage. Il regarda la piste basse, les traces de pneus qui n'étaient pas ceux d'une voiture du coin. Il posa des questions à Sarah pendant 2 heures. Il notait dans un petit carnet. « Mademoiselle Colbert, dit-il à la fin, on est bien d'accord. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un mégot. Ce n'est pas la cheminée. » « Vous avez des ennemis ?» Sarah respira. Elle sortit la chemise verte. « Lieutenant, dit-elle, j'ai reçu ceci mardi. Un faux testament. Ma demi-sœur et son fiancé sont venus me le remettre en personne. Ils voulaient racheter la ferme à 1/5 de sa valeur. Je devais donner ma réponse aujourd'hui. » Le Bihan prit la feuille. Il regarda. Il tourna la page. Il tourna encore. « Vous avez le vrai testament ?»« Oui. »« Vous avez d'autres écrits de votre grand-mère ?» Sarah alla chercher le carnet dans le van. Elle le posa sur la table. Le Bihan lut 2 pages. Il regarda le faux. Il regarda le carnet. Il ne dit rien. Il posa la main sur le carnet, la paume à plat, comme on pose la main sur l'épaule d'un ami. « Je prends tout ça avec moi. J'ouvre une enquête. Vous portez plainte pour tentative d'incendie criminel, pour tentative d'escroquerie à la succession, et pour faux et usage de faux. On va voir. Ne parlez à personne. Surtout pas à eux. S'ils vous appellent, vous ne répondez pas. » Il monta dans la voiture de gendarmerie. Il s'en alla. Sarah s'assit sur la margelle du puits. Elle regarda le mas noirci. Chouchou vint mettre la tête sur ses genoux. Antoine était appuyé contre la 4L. Il roulait une cigarette avec des doigts qui tremblaient un peu. Le soleil montait au-dessus des Cévennes, jaune sale. « Bon, » dit Antoine. Il alluma sa cigarette. « Il va falloir tout refaire, une 2e fois. Ça te va ?» Sarah le regarda. Elle avait le visage noir de suie, une main bandée avec un torchon, les cheveux collés à la tempe par la sueur. Elle sourit. Un sourire dur, ferme, qu'elle n'avait jamais eu avant. « Ça me va, Antoine. Ça me va très bien. » Elle repensa à la dernière page du carnet. Un jour, ils se retourneront, et ils verront ce qu'ils ont perdu. Elle n'en était pas encore là. Elle en était à la partie plus longue, celle où on se relève. L'enquête fut plus rapide que Sarah ne l'avait imaginé. Le lieutenant Le Bihan était un homme patient, mais efficace. Le laboratoire de la police scientifique de Nîmes analysa le faux testament en 10 jours. L'encre, le papier, le trait, l'inclinaison. Le graphologue rendit un rapport de 23 pages qui concluait, sans réserve, que l'écriture était imitée. Imitée avec application, mais imitée. L'auteur avait tenté de reproduire le XY d'Yvonne, mais s'était trahi sur les liaisons intérieures. Le C aussi. La signature surtout. Les experts remontèrent au papier. Un papier verger produit par une papeterie de Saint-Étienne, mise sur le marché 2 ans après la mort d'Yvonne. Rien de plus. Le testament était forcément faux. Il n'existait pas de discussion possible.
L'enquête sur l'incendie fut plus longue. Les traces de pneus donnèrent un modèle de fourgon utilitaire loué. Le lieutenant Le Bihan éplucha les locations dans un rayon de 200 km. Il trouva un utilitaire Kangoo loué à Villeurbanne dans la nuit du jeudi, rendu à Villeurbanne le samedi matin. Payé en espèces. Nom d'emprunt. Vidéosurveillance du parking. 2 hommes. L'un de 30 ans environ, l'autre plus âgé. Ni Théo, ni Ophélie. Des exécutants. Il fallut 3 mois pour remonter jusqu'à eux. Le plus vieux, un dénommé Marcel Rivière, avait déjà été condamné pour 2 affaires de recouvrement violent à Lyon. Il craqua vite. Il donna le nom du commanditaire. Il donna la somme. 6 000 € pour effrayer, 15 000 en tout si la maison brûlait complètement. Il donna un enregistrement audio, un message vocal effacé mais récupéré, où une voix féminine, reconnaissable par une expertise vocale, disait « Il faut que ça soit fait cette semaine, Marcel. Elle a rendez-vous chez le notaire lundi. Vous comprenez ce que ça veut dire. » La voix était celle d'Ophélie Rougier. Théo Rambert et Ophélie Rougier furent mis en examen en février, 4 mois après l'incendie. Tentative d'incendie criminel en bande organisée, escroquerie à la succession, faux et usage de faux, association de malfaiteurs. Ils sortirent sous contrôle judiciaire, mais ils étaient interdits d'entrer en contact avec Séraphine Colbert, interdits d'approcher à moins de 100 km du MAS, interdits de quitter le territoire français. Théo perdit son poste de cadre au sein d'un cabinet lyonnais. Ophélie fut lâchée par ses amis en 3 semaines. Béatrice Rougier ne fut pas mise en examen. Rien ne prouvait qu'elle avait su. Elle jura qu'elle n'avait pas su. Bertrand Rougier, son mari, cessa de lui adresser la parole. Il resta pour la façade. Il dormait dans 2 chambres. Serra n'assista pas aux confrontations. Elle refusa. Elle envoya son avocate, une jeune femme d'Alès que Manon lui avait présentée, maître Julie Rouvière, 34 ans, mordante, précise. Julie porta l'affaire sans que Serra ait besoin d'entendre les voix de sa sœur ou de Théo. Serra dit à son avocate, un jour de novembre, dans le café-tabac du village qui avait rouvert, « Je ne veux pas d'argent d'eux, je ne veux pas de rançon. Je veux juste que l'assurance couvre la maison, et je veux qu'ils sachent qu'ils ont perdu. C'est tout. » L'assurance couvrit. Pas tout, mais beaucoup. Serra reconstruisit dans l'hiver et au début du printemps, avec les artisans du village qui n'auraient plus jamais accepté qu'un étranger touche à sa maison. Manon coordonnait les artisans. Elle avait toujours été douée pour ça. Antoine dirigeait la remise en état de la bergerie et du potager. Il avait des idées sur tout. Une équipe de 3 maçons venait de Générargues, un couvreur de Saint-Ambrois, un menuisier de Vézénobre, un carreleur sévenol qui avait travaillé sur des masses classées. Le chantier fut plus rapide et plus beau que le premier. Le salon reprit une nouvelle vie, avec des poutres apparentes récupérées dans une grange démontée sur le plateau, un carrelage en tomate rouge chinée, une cheminée refaite en pierre du pays. Serra dormit dans le van pendant 2 mois. Cette fois, ce n'était pas pareil. Le van était garé dans la cour du mas. Chouchou dormait à côté d'elle. Les artisans passaient le matin lui apporter du café et un pain frais, chacun leur tour. Manon venait dîner 2 fois par semaine. Antoine venait tous les soirs. Serra n'était plus seule. C'était même le contraire. Elle avait trop de monde, parfois, autour d'elle. Elle allait s'asseoir sur le rebord du puits pour respirer un peu. Elle emménagea de nouveau dans le mas fin avril. Le premier soir, elle fit un feu dans la cheminée reconstruite. Elle fit rôtir des châtaignes. Manon et Antoine étaient là. Chouchou dormait sur le tapis neuf. Antoine, appuyé sur son bâton, regarda la pièce en silence longtemps. Puis il dit « C'est plus la maison d'Yvonne. C'est ta maison. » Serra hocha la tête. Elle sentit que quelque chose s'était refermé, doucement, comme on ferme une porte qu'on n'ouvrira plus. Le procès eut lieu en juin. Serra n'y alla pas non plus. Julie l'appela en fin de journée. Théo Rambert, 4 ans de prison, dont 2 fermes. Ophélie Rougier, 5 ans, dont 3 fermes. Ils allaient faire appel. L'appel confirmerait. Un mandat de dépôt fut décerné dans la salle d'audience contre Ophélie, qui partit menottée. Théo pleura devant les journalistes. Julie dit à Serra au téléphone. « C'est fini, Serra. C'est fini pour eux. Et tu ne dois rien à personne. »
Serra remercia. Elle raccrocha. Elle sortit dans la cour. Chouchou trottina derrière elle. Elle regarda les Cévennes. Elle attendit qu'un sentiment vienne. Une joie. Une revanche. Une jubilation. Rien. Elle sentit seulement de la fatigue. Une fatigue vieille de 3 ans qui commençait, lentement, à quitter ses épaules. Elle rentra. Elle mit une casserole d'eau à chauffer. Elle prépara une tisane de mélisse. En juillet, 2 semaines après le procès, une lettre arriva au mât. Une enveloppe blanche, longue, formelle, un timbre normal, une adresse écrite à la main. L'écriture, Serra la reconnut sans réfléchir. C'était l'écriture de sa mère. Une écriture précise, penchée à droite, un peu maniérée, la même que sur les bulletins de notes qu'elle rangeait à l'école primaire. Serra posa l'enveloppe sur la table de la cuisine. Elle la regarda pendant 3 jours. Elle ne l'ouvrit pas. Le 4e jour, en fin d'après-midi, elle la prit. Elle sortit dans la cour. Elle s'assit sur la margelle du puits. Chouchou vint se coucher à ses pieds. Elle ouvrit. Béatrice avait écrit 4 pages. Une écriture serrée, sans marge. Elle expliquait. Elle expliquait tout depuis le début. Elle disait qu'elle avait honte d'écrire, qu'elle ne pouvait pas ne pas écrire, qu'elle ne demandait rien, qu'elle savait qu'elle ne méritait rien. Elle disait qu'elle avait grandi à Saint-Estève dans la honte, qu'à l'école on l'appelait la bâtarde, que sa mère puait le fromage, que ses habits étaient trop lourds pour l'été et trop courts pour l'hiver, qu'elle avait mangé à la cantine avec des cheveux mal coiffés parce qu'Yvonne se levait à 4 heures pour traire et n'avait plus le temps de la coiffer. Elle disait qu'à 15 ans, elle avait juré qu'elle deviendrait quelqu'un qui n'aurait plus jamais honte. Elle disait qu'elle avait épousé Bertrand pour son nom, qu'elle ne l'avait pas aimé, qu'elle avait passé 30 ans à effacer Yvonne, à effacer Saint-Estève, à effacer le mât. Elle disait qu'elle avait effacé Séraphine sans s'en rendre compte, parce que Séraphine ressemblait à Yvonne, parce que Séraphine sentait les plantes comme Yvonne, parce que Séraphine avait ce silence, cette manière, ces mains. Elle disait qu'elle avait cru qu'en donnant Théo à Ophélie, elle protégerait Ophélie, sa vraie fille, la fille de Bertrand, la fille du bon nom. Elle disait qu'elle savait maintenant qu'elle avait sacrifié ses 2 filles. Ophélie était en prison. Séraphine était partie. Elle avait perdu les 2. Elle ne demandait pas pardon. Elle disait seulement qu'elle avait lu l'article, qu'elle avait vu la photo, qu'elle avait pleuré pendant 3 jours. Que sa mère aurait été fière. Qu'elle-même, Béatrice, ne se donnait plus le droit d'être fière, mais qu'elle voulait que Serra sache. Elle avait pleuré. Elle avait pleuré parce que sa fille était devenue une femme qu'elle n'avait pas su voir. La dernière phrase disait « Tu n'as rien à me répondre. Je voulais seulement écrire une fois ce que je n'ai jamais dit. » Serra replia les 4 pages. Elle regarda longtemps la garrigue. Chouchou avait le museau posé sur ses chaussures. Elle rentra dans le mât. Elle rangea la lettre dans le tiroir de la commode, à côté du carnet de Mémé. Elle ne répondit pas. Elle ne répondit pas en juillet. Elle ne répondit pas en août. Elle ne répondit pas en septembre. Elle relut la lettre 3 fois pendant l'automne. Elle la remit dans le tiroir. Elle ne répondit pas encore. Un dimanche d'octobre, Manon monta au mas avec un vieux carton plein de bouteilles de vin qu'elle avait chinées à Nîmes, chez un caviste qui liquidait. Elle voulut en boire une avec Serra. Elles s'assirent devant la cheminée. Chouchou vieillissait. Elle avait le museau blanc maintenant. Elle dormait plus qu'avant. « Tu as répondu à ta mère ?» demanda Manon, sans lever les yeux de son verre. Serra secoua la tête. « Tu vas répondre ?» Serra respira. Elle ne savait pas. « Tu n'es pas obligé, » dit Manon. « Personne ne t'oblige. Ce serait absolument légitime de ne jamais répondre. Ce que ta mère t'a fait, tu ne peux pas l'annuler avec une lettre. Elle le sait aussi. Elle te l'a écrit. » Serra regarda le feu. « Mais si tu me demandes mon avis, » ajouta Manon, « je crois que tu vas répondre. Parce que tu n'es pas ta mère. Tu ne fonctionnes pas comme elle. Tu ne te construis pas contre elle. Tu te construis à côté d'elle. Ce n'est pas pareil. » Serra ne dit rien. Elle répondit en novembre. Elle prit une carte postale au fournil de Manon. Une carte simple, une photo du mas au soleil couchant, une photo que Manon avait prise elle-même l'été précédent et fait tirer en carte chez un imprimeur d'Alès.
Serra écrivit au dos, en écriture ronde, à l'encre bleue. « Chère maman, j'ai reçu ta lettre. Je ne suis pas prête à te répondre en long. Peut-être un jour, peut-être jamais. Je voulais que tu saches que je l'ai lu. Je pense à toi. Serra. » Elle posta la carte à Fontaine-sur-Saône. Elle n'attendit rien de particulier. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Béatrice répondit 3 semaines plus tard. Une carte de vœux pour son anniversaire. Très courte. Merci pour la carte. Bon anniversaire. Maman. Serra la rangea dans le tiroir de la commode, à côté de la première lettre. Ce fut leur correspondance. 2, 3 cartes par an. Rien de plus. Rien de moins. Une porte entrebâillée. Personne ne l'ouvrait davantage. Personne ne la refermait. L'année suivante, les herbes de Mémé Yvonne s'agrandirent. Serra embaucha une jeune femme du village, Louane, 19 ans, la fille du garagiste, qui apprit la traite et l'affinage comme Serra les avait appris. Puis un jeune homme, Thibaut, 23 ans, ancien étudiant à l'école d'ingénieurs de Nîmes, qui avait tout laissé tomber pour revenir vivre au pays. Il monta la partie tisane et huile parfumée. 3 épiceries fines à Paris devinrent 7, puis 12. Puis une maison de parfumerie de Grasse contacta Serra pour un partenariat sur les huiles essentielles. Serra refusa. Elle ne voulait pas grossir plus vite que la garrigue. Elle avait fixé un chiffre dans sa tête. Elle s'y tenait. Antoine avait 83 ans à ce moment-là. Il montait moins souvent sur le plateau. Il gardait ses propres bêtes dans une prairie près de chez lui. Il venait dîner 2 fois par semaine au mas. Il buvait un doigt de vin, jamais 2. Il regardait Serra travailler. Il donnait ses conseils par phrases courtes, 4 mots au plus. Le feu, trop haut. Attention au vent. Cette bête boite. Serra l'écoutait. Elle avait appris à l'écouter comme on écoute un livre qu'on n'a pas fini de lire. Un matin de décembre, Antoine ne descendit pas comme prévu. Serra roula jusque chez lui. Elle trouva sa 4L rouge sang garée devant la porte. Elle frappa. Personne. Elle poussa. La porte n'était pas fermée à clé. Antoine était assis dans son fauteuil, près du poêle qui s'était éteint. Il avait son livre sur les genoux. Un livre de Jean Giono. Il avait les yeux fermés. Il souriait, un peu. Comme quelqu'un qui vient de terminer un chapitre. Serra s'assit sur le tabouret en face de lui. Elle prit sa main. Elle était encore tiède. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle resta là. 1 heure, peut-être. Chouchou attendait dans la 4L. Serra parla à Antoine à voix basse. Elle lui dit merci, à sa façon, 10 ou 12 fois, en changeant les mots. Puis elle appela le médecin de Saint-Ambroix et les pompes funèbres. Elle appela Manon. Elle rentra au mât. L'enterrement fut simple. Antoine n'avait pas de famille. Le village entier vint. Serra prononça 3 phrases devant la tombe. Elle dit « Il m'a appris ma grand-mère. Il m'a appris la garrigue. Il m'a appris que le silence n'était pas une absence. » Elle se tut. Elle remit sa main dans la poche de son manteau. Manon la prit par le coude. Elles s'en allèrent. Ce fut la dernière fois que Serra pleura beaucoup. Après Antoine, elle pleura peu. Ce n'était pas de la sécheresse. C'était autre chose. Elle avait, à 35 ans, épuisé les larmes des choses qui font pleurer sans faire grandir. 2 ans plus tard, un jour de mai, une petite Fiat rouge apparut sur la piste du mas. Serra reconnut la marque de la voiture avant de reconnaître les gens qui étaient dedans. Elle posa son sécateur. Elle marcha vers la cour. Bertrand Rougier descendit du côté conducteur. Il avait vieilli. Il avait les cheveux tout blancs maintenant, les épaules voûtées. Il portait un pantalon en velours et une chemise à carreaux. Il n'avait plus rien du beau-père en nœud papillon. Il regardait ses chaussures. Béatrice descendit de l'autre côté. Elle avait 72 ans. Elle avait maigri. Elle portait une robe grise, la robe grise qui allait bien avec le châle en laine que Serra avait tricoté pour elle il y avait longtemps. Elle avait le châle sur les épaules. Serra le reconnut à 3 pas. Béatrice s'arrêta au milieu de la cour. Bertrand resta près de la voiture.
Chouchou, qui avait 15 ans maintenant, arthrosique, à moitié aveugle d'un œil, s'avança lentement vers les visiteurs. Elle renifla les jambes de Béatrice. Elle ne grogna pas. Elle retourna se coucher au soleil. Béatrice regardait Serra. Elle avait les yeux brillants, mais elle ne pleurait pas. Elle avait dû décider, quelque part sur la route, qu'elle ne pleurerait pas. Elle ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. Elle la referma. Elle essaya encore. « Séraphine, dit-elle enfin. » Sa voix était petite. « Je ne suis pas venue pour te demander quelque chose. Je suis venue pour te voir. Une fois. J'ai attendu que tu m'invites. Tu ne m'as jamais invité. Alors je suis venue quand même. Si tu veux, on repart tout de suite. » Serra ne répondit pas. Elle regarda sa mère longtemps. Elle regarda le châle en laine grise. Elle regarda Bertrand, qui s'était tourné vers la garrigue pour ne pas gêner. Elle regarda ses propres mains, tachées de terre, calleuses, les mains d'une femme qui savait faire des choses. Elle avait imaginé cette scène 100 fois. Elle avait imaginé qu'elle dirait des mots durs. Elle avait imaginé qu'elle dirait des mots doux. Elle avait imaginé qu'elle claquerait la porte. Elle avait imaginé qu'elle prendrait sa mère dans ses bras. Elle ne fit rien de tout ça. Elle dit « Tu veux un café ?» Béatrice hocha la tête. Elle ne put pas parler. Elle s'assit dans la cour, à l'ombre du grand mûrier que Serra avait planté 3 ans plus tôt. Bertrand accepta d'entrer dans le mas pour se laver les mains. Il ressortit avec le carnet de Mémé à la main. Il l'avait vu sur la commode. Il ne l'avait pas ouvert. Il le tendit à Béatrice. « Béa, dit-il doucement, ta mère a écrit un carnet. Tu devrais peut-être le lire. » Béatrice regarda le carnet. Elle ne le prit pas tout de suite. Elle regarda Serra. « Je peux ?» Serra hocha la tête. Béatrice prit le carnet. Elle l'ouvrit à la première page. Elle lut la phrase d'introduction. Elle referma. Elle mit sa main sur la couverture. Elle resta longtemps ainsi. Puis elle dit, d'une voix qui n'était plus la sienne. « Je le lirai. Pas ici. Chez moi. Est-ce que tu me le prêtes ?»« Je te le prête, » dit Serra. « Tu me le rendras quand tu voudras. » Bertrand versa le café. Il posa les tasses. Il s'assit. Personne ne parla pendant 10 minutes. Puis Serra montra la bergerie. Puis Béatrice demanda comment les chèvres s'appelaient. Serra dit les noms, une par une. Béatrice écoutait. Elle hochait la tête. Elle demanda si Serra faisait le fromage de la même manière que Mémé. Serra répondit qu'elle faisait le fromage comme Mémé, mais qu'elle avait ajouté des choses. 2 herbes. Une fleur. Elles ne parlèrent pas de Théo. Elles ne parlèrent pas d'Ophélie. Elles ne parlèrent pas de ce soir de Noël. Elles ne parlèrent pas des cartes postales. Elles parlèrent des chèvres, du puits, du mûrier, de Chouchou. Elles parlèrent de la garrigue. Ça leur suffit. Vers 17 heures, Bertrand se leva. Il tapota son pantalon. « On va rentrer, Béa. On a de la route. » Béatrice se leva à son tour. Elle serra le carnet contre elle. Elle regarda Serra. « Est-ce que je peux revenir ?» Serra prit son temps. Elle n'allait pas mentir. Elle n'allait pas non plus fermer la porte. « Une fois par an, dit-elle. Au printemps. Le week-end des amandiers en fleurs. Ça me va. Le reste, tu m'écris. » Béatrice hocha la tête. Elle avait compris. « Merci, dit-elle. » Elle avança d'un pas. Elle hésita. Elle avança encore. Elle prit Serra maladroitement dans les bras. 1 seconde. 2 secondes. Elle recula. Elle avait le châle sur les épaules qui glissait. Elle le rattrapa. Elle monta dans la Fiat rouge. Bertrand ferma la portière. Ils partirent. La voiture descendit la piste. La poussière retomba. Chouchou bâilla. Serra resta debout au milieu de la cour. Elle regardait le chemin vide. Elle sentait, dans la poitrine, une chose qu'elle ne connaissait pas, qui n'était ni la joie ni la douleur, mais qui ressemblait à un vent doux qui traverse une pièce longtemps fermée. Elle rentra au mât. Elle mit une casserole d'eau à chauffer. Elle prépara une tisane.
Elle sortit sur le pas de la porte. Chouchou vint se coucher à ses pieds. Le soleil descendait derrière la ligne des collines. La lumière de fin d'après-midi tombait sur le romarin. Elle pensa à Yvonne. Elle pensa à Antoine. Elle pensa à Manon qui allait passer dîner dans 1 heure. Elle pensa à Louane et à Thibaut qui rangeaient la cave d'affinage en bas. Elle pensa à sa mère qui roulait vers Fontaine avec le carnet sur les genoux. Elle pensa à elle-même dans le van, 5 ans plus tôt, dans le fossé de la petite route des Cévennes, la nuit où elle avait entendu un gémissement. Elle regarda la chienne endormie au soleil. Elle sourit. Il y avait une phrase de Mémé qu'elle relisait souvent, dans le carnet, à la fin d'un des cahiers. Yvonne l'avait écrite un soir, sans doute après une longue journée, à l'encre bleue un peu bavée. Séra la connaissait par cœur maintenant. Elle disait « La vie ne nous rend pas ce qu'elle nous a pris. La vie nous rend autre chose. Et il faut apprendre à accepter cette autre chose comme si c'était ce qu'on avait demandé au commencement. » Séra n'avait pas demandé un mât en ruine. Elle n'avait pas demandé une chienne dans un fossé. Elle n'avait pas demandé un vieux berger silencieux, une amie boulangère, un village qui apprend lentement à ne plus cracher aux pieds. Elle n'avait pas demandé un carnet de 300 pages, elle n'avait pas demandé des mains qui savent faire, un nez qui reconnaît 17 plantes, une marque qui s'appelle comme sa grand-mère. Elle avait demandé, à 29 ans, un soir de Noël, à Fontaine-sur-Saône, qu'on l'aime. On ne lui avait pas donné ça, on lui avait donné autre chose. Et cette autre chose, à 36 ans, un soir de mai, sur le pas d'une porte au parfum de romarin, avec une vieille chienne à ses pieds, elle acceptait de la prendre pour ce qu'elle avait demandé au commencement. Elle finit sa tisane. Elle rentra dans le mât. Elle mit un tablier propre. Elle sortit 2 verres et une planche pour Manon qui n'allait pas tarder. Dehors, le vent traversait la garrigue. Les tuiles chauffaient encore du soleil du jour. La bergerie sentait le foin frais. La cave d'affinage, en bas, gardait sa fraîcheur intacte. Chouchou dormait, une patte qui remuait dans son rêve. Le mas était debout. La femme aussi.